Ce que je veux Moi, dire, c'est que chercheur. vous êtes rentré dans le jeu politique. Vous ne pouvez pas juste dire que vous êtes chercheur. Ah bah si, je suis chercheur et professeur, donc j'aime deux choses: comprendre et expliquer. Mais vous êtes aussi militant. Et le rôle. Non, j'ai jamais été encarté nulle part dans aucun parti. Soutenir un programme politique au dernier jour d'une campagne législative, c'est pas être militant. En tant que citoyen, on peut signer des tribunes, mais comme je vous ai dit, j'en signe beaucoup avec des personnes d'horizons politiques différents. Surtout, le rôle du chercheur en sciences sociales, de mon point de vue, c'est quoi? C'est pas de dire il n'y a qu'une alternative, on peut faire les choses que d'une façon ou d'une autre. Au contraire, c'est d'expliquer toute la gamme de possibilités sur un sujet donné. Pour vous, au fond, on est en train, vous seriez le moteur de l'achèvement de ce qui a été commencé à la Révolution française, qui n'a jamais vraiment été terminé. Ça s'inscrit dans une histoire de progrès vers davantage de démocratie, vers davantage d'égalité. Et puisque c'est ça dans le fond, il s'agit aujourd'hui de faire rentrer les milliardaires dans le champ de la solidarité nationale à laquelle ils ne leur auraient pas encore demandé de contribuer. Car ce que les études qui ont été menées au cours des quelques dernières années ont démontré, c'est que les milliardaires ne paient pas ou presque d'impôts sur le revenu. On va rentrer dans le détail parce qu'en effet, vous vous appuyez sur de très nombreuses études et au fond, vous montrez les différentes tranches, une forme de lutte des classes quand même aussi. C'est la question qu'on peut se poser ce matin, que vous posera d'ailleurs Carlos Tavares. On va l'écouter dans un instant. Gabriel Zucman, si je vous ai demandé c'est qui nous, c'est aussi, vous répondez, le peuple, mais est-ce que ce n'est pas les politiques, les militants, les économistes comme vous êtes, mais vous êtes plus que ça. Vous aviez d'ailleurs vous-même, le 25 juin 2024 dernier, avant les législatives, signé une tribune politique, une tribune de soutien au programme du nouveau Fonds populaire qui avait été paru par le journal Le Nouvel Obs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous inscrivez toujours là-dedans? Vous savez, des tribunes, j'en signe beaucoup. J'ai aussi signé au printemps... Celle-là, c'est pas rien, puisque c'est une tribune politique. Oui, mais au printemps, j'ai signé aussi une tribune avec Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry, l'inspirateur du programme économique d'Emmanuel Macron, pour proposer et soutenir cet impôt plancher de 2% sur les milliardaires. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes rentré dans le jeu politique. Vous ne pouvez pas juste dire que vous êtes chercheur. Ah bah si, je suis chercheur et professeur, donc j'aime deux choses: comprendre et expliquer. Mais vous êtes aussi militant. Et le rôle. Non, j'ai jamais été encarté nulle part dans aucun parti. Soutenir un programme politique au dernier jour d'une campagne législative, c'est pas être militant. En tant que citoyen, on peut signer des tribunes, mais comme je vous ai dit, j'en signe beaucoup avec des personnes d'horizons politiques différents. Surtout, le rôle du chercheur en sciences sociales, de mon point de vue, c'est quoi? C'est pas de dire il n'y a qu'une alternative, on peut faire les choses que d'une façon ou d'une autre. Au contraire, c'est d'expliquer toute la gamme de possibilités. Sur un sujet donné, il y a toujours 1000 réponses possibles. Donc moi, j'essaye de mettre des nouvelles idées dans le débat, non pas pour dire qu'on peut faire que ça, mais pour permettre d'alimenter un débat démocratique. Et de ce point de vue-là, on peut le dire, je pense que le débat, effectivement, est monté en qualité, et qu'on a un débat de grande qualité. Mais alors, pourquoi aucun pays n'applique votre taxe? Ah bah c'est une nouvelle idée. Cet impôt plancher, ce principe de poser un plancher incompressible, de dire au-delà d'un certain niveau de richesse, on peut débattre de quel doit être ce niveau, l'extrême richesse doit s'accompagner de devoirs incompressibles vis-à-vis de la communauté nationale. C'est une nouvelle idée, j'en ai expliqué la justification et les modalités dans un rapport technique que le G20 m'avait commandé en 2024, que j'ai remis en juin 2024. Il l'explique de manière très, j'allais dire, grand public. C'est un petit livre et chacun pourra se faire une idée. La question que je vous pose quand je vous dis pourquoi est-ce qu'aucun pays ne l'applique, vous-même vous dites c'est un début d'idée. Vous-même vous dites d'ailleurs qu'il faut en débattre, voir comment. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'elle n'est pas au point, votre taxe? Ah, c'est une proposition qui doit être débattue et qui peut être améliorée. Et effectivement, ce que j'ai fait dans ce livre, les milliardaires ne paient pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin, c'est d'expliquer en toute clarté, et pour tout le monde, les étudiants, les retraités, non seulement la recherche sur laquelle se fonde cette proposition, mais aussi les différents arguments, les objections qui ont pu être formulées et les contre-arguments qu'on peut y opposer, de façon à ce que tout le monde puisse se forger son propre avis. Et depuis ce matin, sur RMC, j'ai proposé aux auditeurs eux-mêmes de vous interroger. J'ai la question de Pierre, par exemple, qui dit « Demandez à Zucman quels sont les défauts de sa taxe ». Non, je pense qu'il y a trois paramètres dont il faut parler. Il y a la question du taux d'imposition. 2%, il n'a pas été choisi au hasard. C'est le taux qui permettrait de s'assurer que les milliardaires ne payent pas moins d'impôts, tout le prélèvement obligatoire en proportion de leurs revenus que les autres catégories sociales. Mais on pourrait vouloir aller plus loin. On pourrait dire les très riches devraient plutôt payer plus. Donc ce serait 3%, 4%, etc. Il y a la question du seuil d'entrée
dans le dispositif, j'ai proposé 100 millions. On pourrait dire 50 millions, 200 millions, 500 millions, tout ça est à discuter. Puis il y a la question de l'assiette. Moi, j'ai proposé que cette assiette, elle n'ait aucun échappatoire possible. C'est-à-dire que tout le patrimoine, toute la valeur de vos actifs, net de vos dettes, soit incluse dans la définition de la fortune. Avec une question évidemment qui est la virtualité. Une partie de cette assiette, ce sont les actions, avec leur cours en bourse qui monte, qui descend, avec une valeur qui reste virtuelle tant que l'action n'a pas été vendue, tant que l'argent n'a pas été versé sur le compte. Est-ce que vous diriez, comme Olivier Faure la semaine dernière, est-ce que vous estimez qu'il est juste de dire que Bernard Arnault a gagné 19 milliards d'euros en une journée grâce au cours de la bourse? Je ne pense pas que ce soit pertinent pour juger du bien fondé de cette proposition. Il faut regarder l'évolution de long terme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un des arguments de la part d'Olivier Faure en faveur de votre taxe. Vous ne trouverez pas cet argument dans le livre. Non, je ne l'ai pas trouvé en effet, mais je vous pose la question. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est la tendance de long terme dans laquelle tout ça s'inscrit. Au cours des 30 dernières années, d'après le classement du magazine Challenge, la fortune des 500 plus hauts patrimoines français a augmenté de 10% par an en moyenne. Donc, s'il y avait eu cet impôt plancher de 2%, elle aurait augmenté d'à peu près 8% par an en moyenne, ce qui aurait été encore considérablement plus. Au fond, ça ne va pas grignoter le patrimoine puisqu'il gagne suffisamment pour absorber ces 2%. Je vous repose la question, est-ce que il est juste de dire que Bernard Arnault a gagné 19 milliards? Mais c'est pas pertinent pour cette taxe. C'est-à-dire, cette taxe, elle n'est pas fondée. Que sa fortune a augmenté d'un jour à l'autre. Oui, elle change d'un jour à l'autre, comme elle change d'une année à l'autre, comme les revenus changent d'une année à l'autre. Mais la taxe, il faut que tout le monde comprenne bien, qu'elle ne se fonde pas sur les changements de patrimoine. C'est pas qu'on vient taxer les plus-values latentes. C'est pas du tout ça. Parce que dans ces cas-là, il y aurait des moments aussi où on leur réduirait leurs impôts quand l'action baisse. Mais sauf que c'est pas ce dont on parle. On dit, il faut qu'il y ait un plancher. D'accord? Il faut qu'il y ait ce principe qu'il n'y a pas de droit quand on est milliardaire à payer zéro. Ensuite, à partir du moment où on est d'accord, et je pense que l'immense majorité des Français sont d'accord sur le principe d'un taux minimum pour les ultra-riches, il faut qu'on se mette d'accord aussi sur comment est-ce qu'on calcule ce minimum. Si on le calcule par rapport aux revenus, ça ne fonctionne pas puisque toute leur technique d'optimisation consiste à structurer leur richesse de façon à ce qu'elle génère peu de revenus. C'est pour ça qu'il est plus puissant, plus efficace de calculer le minimum en pourcent du patrimoine qui est dur à manipuler. Je vais vous interroger dans un instant sur ce qu'on appelle la Zuckman Light, qui pourrait être une sorte de porte de sortie pour le Parti socialiste. Est-ce que vous assumez cette Zuckman Light ou pas? Mais d'abord, je le disais, les auditeurs d'RMC avaient des questions pour vous et il y a Manu qui m'a appelé tout à l'heure. Manu, il est chef d'entreprise d'une petite entreprise d'artisanat en Saône-et-Loire. Il a 59 ans et voilà ce qu'il vous dit. Il faudrait nous comprendre, nous, parce que nous, on est la transpiration de la France. Nous, on sue, nous, on travaille, nous, on trime, nous, on galère tous les jours avec des horaires, des amplitudes horaires qui sont toujours au plus grandes pour gagner encore un tout petit peu plus. Moi, je pense que chaque Français devrait avoir un taux d'imposition de 10 ou 15%, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Et ce serait pas ça la solution ? Alors, vous savez, parce que votre objectif, c'est l'égalité devant l'impôt. Précisément, c'est de mettre en conformité nos lois fiscales avec notre principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt qui aujourd'hui est bafoué. Pourquoi ? Parce que le Français moyen, tout prélèvement obligatoire, paye 51% de son revenu en impôt. Mais les milliardaires, tout prélèvement compris, ne payent que 2 fois moins, 25% de leurs revenus en impôts. Et le taux plancher de 2% sur la fortune que je propose, il a été calculé précisément pour s'assurer que les milliardaires ne payent pas plus que le Français moyen, mais autant. Gabriel Zuckman, sur le constat, tout le monde est désormais d'accord. En effet, vous vous appuyez sur des chiffres extrêmement précis. En gros, vous estimez qu'il y a 4 classes, si je puis me permettre. La classe populaire, 26 millions de personnes qui payent, d'après vous, 45% de leurs revenus. Alors après, vous dites que quand c'est compensé par une forme quand même de redistribution, ça correspond à peu près à 30%. Ensuite, vous voyez une deuxième classe, qui est la classe moyenne. Vous estimez que eux, ils payent 50% de leurs revenus en impôts et en cotisations. Ensuite, il y a la classe aisée, c'est les moyennes plus, mais pas encore méga riches. Eux, ils passent au-delà des 50%. C'est les plus gros dindons de la farce, si je puis me permettre, en termes de quantité de leurs revenus, puisque vous dites, eux, ils payent plus de 50% de leurs revenus, parce qu'il y a les revenus et l'impôt sur la société, et puis après, il y a les super riches, et alors là, ça descend, parce qu'effectivement, ils ne payent que 2% d'impôt sur le revenu, et 23% de leurs revenus, malgré tout, en impôt sur les sociétés, ça fait 25%. Voilà. Sauf que, on peut vous dire que, à l'objectif qui est le vôtre, qui est de rétablir une forme d'égalité devant l'impôt, ce que vous dit Manu, pourquoi est-ce que tout le monde ne paye pas, à proportion de ses revenus, le même pourcentage ?
Mais c'est exactement ce que je propose. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu ? Que les milliardaires paieraient autant que les autres catégories sociales. Donc d'abord, tous ces calculs... Qu'est-ce que vous dites des 55% de Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu ? Que l'impôt sur le revenu, c'est qu'un prélèvement dans le total des prélèvements obligatoires qui pèse pour moins de 10% du total. Tous les Français, toutes les catégories sociales, comme vous venez de le rappeler, payent beaucoup de prélèvements obligatoires par rapport à leurs revenus, quand vous additionnez la TVA, la CSG, parce qu'on a un autre impôt sur le revenu, la CSG qui est prélevée dès le premier euro de salaire pour le SMICAR, 10% en même taux que pour les milliardaires. Pourquoi ne vous êtes pas attaqué aussi à l'injustice vis-à-vis des plus aisés ? Toutes les taxes sur la consommation, etc. Il y a une injustice vis-à-vis des plus aisés. Non. Cette catégorie que vous appelez les aisés qui payent plus de 50% d'impôts. Ce que j'explique dans le livre, c'est d'abord que toutes les catégories sociales payent peu ou prou 50% de leurs revenus en impôts. Il y a un petit peu de progressivité, c'est-à-dire les classes aisées payent un petit peu plus que les classes populaires, mais dans tous les cas, on n'est pas très loin du taux moyen, qui est le taux de prélèvement obligatoire de 50%. La grande injustice qu'on a, c'est que les milliardaires payent 2 fois moins. Et vous savez, je suis totalement d'accord avec vous, il y a tout un tas d'autres réformes fiscales qu'on peut faire et qui sont nécessaires. Mais on ne va pas y arriver tant que les personnes les plus fortunées payent 2 fois moins d'impôts par rapport à leurs revenus que les autres catégories. Donc on commence par ça. Manu, au fond, ce qu'il dit, c'est ce fameux slogan de « c'est Nicolas qui paye ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce slogan ? Je pense. Est-ce qu'il est juste ? Je pense économiquement parlant. Je pense, comme vous avez rappelé vous-même les chiffres, que les classes, les cadres supérieurs payent beaucoup d'impôts en France, mais les classes moyennes aussi, les classes populaires aussi. De mon point de vue, il faut s'en réjouir parce que ce taux de prélèvement obligatoire élevé, c'est ça qui finance notre modèle social, c'est-à-dire l'investissement dans l'éducation pour tous, dans la santé, dans les infrastructures publiques, qui a été historiquement le moteur essentiel de la croissance économique, de l'augmentation de la productivité et qui va encore l'être au XXIe siècle.